bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Angle, une émission consacrée à l'analyse des grandes questions qui façonnent le quotidien de nos compatriotes. Pour ce numéro, nous nous intéressons à l'économie et aux grands programmes de développement. Et quand on parle de programmes ou de projets de développement, on parle de financement. Grand Angle porte un regard lucide sur la loi de finances initiale LFI 2026. Nous évoquerons notamment les grandes orientations et les projets prioritaires. Pour en parler, Grand Angle reçoit Monsieur Mamadou Rafiou Diallo. Il est économiste. Avec lui, nous essayerons de comprendre c'est quoi la LFI, la loi de finances initiale, et quelle est son importance pour les différents programmes de développement et comment c'est adopté au niveau du CNT. Le CNT, vous le savez, qui fait office de l'Assemblée nationale. Mamadou Rafiou sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera juste après une courte pause. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. De retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission et on va parler de la loi de finances initiale 2026 qui se trouve devant les conseillers nationaux de la transition, le CNT. Pour parler donc de cette loi et des grandes orientations, nous recevons M. Mamadou Rafiou Diallo. M. Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Merci de répondre à notre invitation. Première question pour les téléspectateurs qui nous suivent. C'est quoi la loi de finances initiale? C'est quoi concrètement? En termes simples. Hein? En termes simples, oui. D'accord. Merci pour la question oui. Par rapport à la loi de finances, en termes simples. La loi de finances, c'est le budget officiel de l'État qui a été soumis à l'Assemblée, adopté. Et promulgué. C'est ça la loi de finances. Ça dit l'État fait ses programmes d'investissement tout le montant et on donne ça au Conseil national. C'est ça la loi de finances initiale. La loi de finances initiale. En fait, quand on parle de loi de finances, il y a trois lois qui ont caractère de loi de finances. Nous avons la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Maintenant, la loi de finances initiale, c'est le budget initial. D'accord. Sur une année. Et donc, elle est généralement adoptée au plus tard le 31 décembre. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on était dans... De l'année précédente. De l'année précédente, bien sûr. Si nous parlons de l'année 2026, par rapport au programme que l'État veut mettre en place, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les dépenses de transfert et autres, les charges liées à la gestion de la dette. Et donc, l'État met tout cela dans un document. Et donc, ce document dans lequel l'État le met, c'est le projet de budget. Et donc, quand l'État le met dans le document, ce projet de budget prévoit tout ce qui est recette et tout ce qui est dépense. D'accord. Quelle que soit la nature de la dépense. Parce que dans le budget, les dépenses peuvent être classifiées en fonction de leur nature économique. On est d'accord? Et donc, ça peut être des dépenses liées aux charges financières de la dette, ça peut être des dépenses liées à la rémunération du personnel, ça peut être des dépenses de biens et services, comme ça peut être des dépenses de transfert ou des dépenses d'investissement. D'accord. Et donc, ça, ce sont les 5 titres du budget selon la classification économique. D'accord. Et donc, à partir de là, donc l'État se dit pour pouvoir faire face à toutes les dépenses, pour pouvoir fonctionner et mettre en place notre politique publique, et donc on a besoin aussi des ressources financières. Et donc ça, c'est le volet des recettes. Donc l'État fait des prévisions par rapport aux ressources nécessaires pour pouvoir faire face à ces dépenses que je viens de citer. Et donc lorsque cela y est, l'État le combine, le met dans un document. Et donc quand il le met dans ce document, et donc, il le transfère à l'Assemblée pour adoption. Parce que normalement, il ne doit pas y avoir ni affectation de recettes, en fait, ni prélèvement ni recettes, ni dépenses sans loi de finances. Et donc, quand l'État le donne à l'Assemblée, le projet de loi de finances, et donc quand l'État l'envoie à l'Assemblée, l'Assemblée l'examine, il arbitre, et puis il l'ajuste si possible. Par après, ils le soumettent au vote, en volet dépenses, en volet recettes. Et donc, quand le budget est voté à la majorité à l'Assemblée, et donc le budget est promulgué par décret du président.
C'est pourquoi, lorsque nous avions vu au 31 mars passé, et donc le déroulement du vote de la loi de finances, et donc dès après l'adoption, il y a eu 2 décrets qui ont suivi. Le décret de promulgation et le décret d'affectation des crédits. D'accord. Et donc, pour signifier au département ministériel que voici les crédits qui vous sont autorisés pour l'exercice 2026. Et donc, une fois ce process terminé, le projet de budget voté, il n'est plus un projet, mais devient tantôt une loi. Et donc, c'est ce qu'on appelle la loi de finances. À partir du moment où cette loi est votée, donc l'État est autorisé à effectuer les dépenses consignées dans le budget et à prélever les recettes aussi, qui soient des recettes fiscales, ou contracter des dettes telles que prévues dans le document soumis. On a bien compris. Donc, mais pour arriver à ça, tout ce process est régi par des textes réglementaires. D'accord. Donc, la loi organique relative à la loi de finances. Et donc, nous avons aussi le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, et tant d'autres documents qui rentrent dans le cadre de son exécution. Parce que pour que le budget aussi soit exécuté, et donc, il faudrait faire face à certaines procédures. Et donc, il y a des dépenses qui peuvent être engagées soit par des contrats de marché public, et d'autres qui peuvent être engagées par voie de régie, et tant d'autres. Et donc, tout cela se trouve régi par des textes réglementaires. Salut. Oui, Monsieur Diallo, selon cette loi des finances initiale, cette année, le budget de l'État s'élève à 64 181,36 milliards contre 54 253,26 milliards pour 2025, soit une hausse de 18%, si mes chiffres sont bons. Qu'est-ce qui peut, si les chiffres ne sont pas bons, vous pouvez rectifier. Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse de plus de 18%? Et des dépenses. Ou des dépenses, oui. Et au fait, comme je l'ai dit tantôt, le budget, c'est le document qui permet à l'État de mettre en application son programme de société. D'accord. On est d'accord? Et donc, dans le budget, moi, les chiffres que j'ai ici par rapport à la loi L 2026-010 du CNT, qui a été votée au 31 mars passé. Donc, nous avons ici, en termes de, les recettes du budget de l'État sont estimées à 55 858 milliards, 92 828 701 GNF. Ah, vous êtes fort en chiffres. On est d'accord? Oui. Et donc, ça, c'est par rapport au volet, recettes. Par rapport au volet dépenses, nous avons 64 181 milliards 362 429 887 GNF. Et donc, au vu de ces deux éléments, ça c'est par rapport à la loi initiale. La loi de finances initiale 2026. Et donc, si nous comparons ça à la loi, aux recettes, par exemple, de la loi de finances initiale 2025, et donc nous constatons un total de, 43 000, et donc en termes de loi de finances initiale. Et donc, contrairement à la loi de finances initiale 2026, nous avons 55 000 et quelques, les chiffres que je viens de dicter là. Et donc, généralement, en termes d'augmentation des recettes, par exemple, si nous prenons le volet recettes, et donc on peut supposer qu'il y a eu d'autres moyens que l'État a pu mettre en place pour pouvoir avoir encore beaucoup plus d'impôts sur soit le contribuable, qui peut être des entreprises, qui peuvent être des ménages et autres. Et donc, comme nous pouvons supposer aussi que l'activité économique, on suppose, parce que le budget se fait sur la base d'une prévision. Le budget, c'est une prévision. Donc, tous les chiffres que nous sommes en train de dire, il n'est pas dit que l'État a encore la même mise sur ces chiffres-là. Et donc, c'est des prévisions de recettes et de dépenses. Et donc, l'État suppose que, courant l'exercice 2026, il peut y avoir une prévision d'augmentation de la production. Et donc, quand il y a une augmentation de la production, certainement, le chiffre d'affaires des entreprises augmente. Quand le chiffre d'affaires des entreprises augmente, ça veut dire que l'impôt à payer va forcément augmenter. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a d'autres, et que le pays peut être, convoité par d'autres investisseurs. Et donc, au fur et à mesure que les gens viennent investir et que ça crée
de la valeur ajoutée. Et donc, ça veut dire par conséquent, l'impôt aussi, les recettes fiscales vont augmenter. Et donc, cela peut expliquer l'augmentation des recettes. Est-ce que cette augmentation peut s'expliquer aussi par la bonne santé de l'économie guinéenne? Parce qu'on a entendu des experts de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, qui disent que l'économie guinéenne se porte très bien. Avec Simandou qui arrive. Oui, avec Simandou, tout ça. Est-ce que cette augmentation peut s'expliquer par ça aussi? Et c'est ce que je suis en train d'expliquer au fait. Si nous disons que les gens continuent à investir davantage dans l'économie guinéenne, ça veut dire que l'économie guinéenne se porte mieux. D'accord. À date. Si non, par exemple, si ça trouvait que si nous voyons l'arrivée de ces experts qui viennent apprécier les efforts qui sont en train d'être mis en place par rapport au plan de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040, et donc parce que on ne se limite plus à dire Simandou 2040, et donc ça devient maintenant un plan de référence, comme le plan de référence intérimaire. Et donc tout le programme de développement de la Guinée de 2026 jusqu'en 2040, il y a des projets qui sont indiqués dans ce plan de développement. Et donc, ce qui a été voté, si j'ai bonne mémoire, le 5 mars. C'était avant l'annonce de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre Bahouri. Et donc, c'est sur la base de ces programmes et projets indiqués dans le plan Simandou 2040 que effectivement le budget a été programmé. Parce que quand nous partons sur la base des informations contenues dans la loi de finances initiale 2026, nous retrouvons dedans plus de 248 projets répartis entre les différents secteurs. Et donc même, sur la plateforme, la page de la présidence à un certain moment, on a vu la première vague des projets programmés pour les 5 prochaines années. Parce que le programme Simandou 2040 se répartit en 3 phases, en 3 vagues de 5 ans. Et donc le premier dans lequel nous sommes, c'est la période 2026-2030. Après, nous irons dans la vague 2035, après de 35 à 40. Et donc, c'est en 3 séquences. Et donc, pendant cette première séquence, nous avons 248 projets indiqués et plus de, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai essayé de jeter coup d'œil un peu sur la loi de finances initiale, et donc nous recensons à peu près plus de 25 programmes. Et donc parmi les 25 programmes, ils sont répartis entre 11 départements ministériels. Et donc parce qu'ils ont choisi des départements pilotes qui doivent expérimenter la programmation budgétaire sur la base, le budget orienté aux résultats en émo, et donc le budget programme. Et parce qu'avant, on était sur le budget moyen, et donc on se disait, oui, pour fonctionner, on a besoin juste des tables, on a besoin des véhicules pour faire telle chose, on a besoin des équipements, on a besoin de telle chose pour pouvoir fonctionner dans un département ministériel, sans les affecter un objectif. Et donc, quand le budget programme, quant à lui, et vous fonctionnez sur la base d'un objectif, on vous assigne des objectifs. Et donc, par exemple, vous avez besoin d'un véhicule. Ce véhicule-là doit servir à quoi? Et qu'est-ce que nous attendons de vous dans le domaine de l'éducation, par exemple? Dans le domaine de la lutte contre le palu, par exemple? Dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille, par exemple? Dans le domaine de la lutte contre contre les violences basées sur le genre. Et donc, il y a des programmes qui sont mis en place. Et sur la base de ces programmes, il y a des missions qui sont définies, il y a des activités, il y a des objectifs qui vous sont assignés. Et sur ça, il y a des indicateurs de performance. En même temps, maintenant, on met les moyens à votre disposition. Et donc, les ressources sont définies. Et donc, ces ressources qui sont définies là, avant, on était sur cette base. Et donc, on se disait, pour fonctionner, on a besoin des fonds pour le personnel. C'était la première, le titre 2, et donc les dépenses du personnel. Et donc, on définit, on ne dit pas l'objectif qu'on attend derrière. Et donc, après, on dit, on a besoin juste des dépenses sur les biens et services. On ne dit pas, on achète les biens, vous faites votre besoin en termes de biens et services, et puis vous logez ça dans un document. L'argent vous est affecté. Parce que vous dites, pour pouvoir fonctionner normalement courant toute l'année, vous avez besoin de ça. Un budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement, il y a aussi le budget d'investissement. Et donc, au niveau du titre 5 du budget, et les dépenses d'investissement. Et donc, et tout cela, avant, vous le faites, mais les objectifs, les objectifs n'étaient pas clairement définis. Et donc, mais avec le budget programme, et donc, vous définissez un programme, les objectifs sont là, les indicateurs sont définis, les tâches
sont clairement définis, les responsables sont désignés. Et après, en clair, on sait pourquoi on met l'argent. On sait pourquoi on a l'argent. Et donc, on attend de vous un résultat. Un résultat. Oui, Moussa, avant ta question, est-ce qu'on peut prendre déjà, Idrissa, quelques réactions des téléspectateurs? Il n'est pas qu'on les oublie. Pardon, Moussa. Réaction des téléspectateurs, le tout premier message qui est tombé est de Lama depuis Kobaya. Il dit bonsoir Grand Angle, vraiment vous avez un très bon sujet sur la table. Continuez à véhiculer le message pour que la campagne législative et communale se passe dans de très bonnes conditions. Un autre message, moi c'est Moïse Béavogui depuis Zérekouré. J'aimerais savoir, vous le connaissez? Non. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre loi de finances et celle organique. C'est une question que lui il pose. Voilà, un autre message qui vient de tomber, lui c'est un bonsoir. Ok, bonsoir à lui. Différence loi de finances, loi organique. Et ça, c'est du domaine du droit, parce que j'ai évoqué un peu la loi organique relative à la loi de finances, parce que les juristes, souvent, ils parlent de loi ordinaire, de loi organique et autres. Et ça, c'est leur domaine, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Et donc, la loi de finances, quant à elle, je le répète, c'est le projet de budget de l'État qui a été soumis à l'Assemblée et qui a fait l'objet d'un vote. Et donc, qui a été adopté et puis promulgué. Donc, au niveau de la loi de finances, qui prévoit les recettes, les dépenses, et puis comment dirais-je, il y a la loi de finances initiale, ça c'est le tout début, le tout premier, qui démarre le 31, à partir du 1er janvier, autant pour moi, qui est voté au plus tard le 31 décembre. Et donc, il y a la loi de finances rectificative, c'est-à-dire courant l'année, il se peut que les prévisions qui ont été faites... Oui, des fois, ça peut être lié à l'inflation, les fluctuations sur le marché mondial. Des fluctuations, l'inflation, des événements imprévus qui peuvent arriver. Et donc, l'État se dit non, il faut encore revenir, parce que pour pouvoir augmenter les recettes, il faut encore revenir vers les représentants du peuple, qui est l'Assemblée ou le CNT aujourd'hui. Et donc, pour qu'il nous donne une autorisation afin que nous puissions encore percevoir davantage des recettes. Et donc, vous revenez, et puis ça, c'est courant l'année. Est-ce qu'il arrive que le budget voté, Moussa, pardon, que le budget voté par le gouvernement soumis au CNT, est-ce qu'il arrive que ça soit, que certains chiffres changent, par exemple, ou bien ça passe comme une lettre à la poste? Et au fait, le budget, avant qu'il ne vienne, il suit plusieurs arbitrages, en tout premier lieu. Parce que les départements sectoriels, les institutions, pas forcément ça je sais. Une fois le gouvernement envoie, et donc à l'Assemblée, le ministre en charge de l'économie, des finances et du budget présente le budget. Comme on l'a vu la dernière fois. Et donc, la ministre a présenté le budget. Et donc, après, il y a eu des commissions qui ont été constituées où chaque département ministériel passe devant une commission constituée. Tout à fait. Et pour pouvoir défendre son budget. Maintenant, au CNT, par exemple, il y a la commission économie, finance. Il y en a plusieurs. Et donc, ils passent avec leur projet de budget, comment dirais-je, lié à leur secteur, à leur département. Et donc, ils défendent devant les techniciens qui sont constitués à cet effet à l'Assemblée. Et donc, au moment de cette discussion, il peut y avoir des réajustements. Il peut y avoir des réajustements. C'est pourquoi lorsque nous avons vu le rapport qui a été... Des réajustements à la baisse ou bien à la hausse? À la baisse comme à la hausse. Parce que c'est des représentants du peuple. Et qui paye les impôts là? Qui paye c'est le peuple qui paye, c'est pour qui on dépense encore, c'est pour ce peuple-là. On est d'accord? Et donc, vu qu'ils sont nos représentants, ils ne peuvent pas venir individuellement contacter tout un chacun. Ils sont là-bas pour nous. Et donc, ils défendent nos intérêts. Et donc, à partir de là, il peut y avoir des réajustements. Et comme aussi, il peut y avoir des recommandations, ils peuvent accepter avec recommandations à l'appui. C'est pourquoi, ce que nous avons, ce à quoi on a assisté le 31 mars passé, on a vu les deux rapports des conseils nationaux. Et donc, où il y a eu d'abord un premier rapport, je ne sais pas si c'était lié aux dépenses, il y a eu un autre rapport sur les recettes. Et après lecture, et donc les conseils, les conseils, les deux rapporteurs, et c'était toutes les commissions qui ont travaillé, mais c'est cette commission-là qui a présenté le rapport parce que c'est la commission budget et ainsi de suite. Et donc, ils ont fait des recommandations au gouvernement. D'accord.
On est d'accord. Okay. Et donc, ils peuvent faire des recommandations. Si le budget est validé entre eux, c'est pourquoi lorsque le budget a été soumis, ça a été accepté à l'unanimité parce que chacune de ces commissions s'est retrouvée dans les recommandations qui ont été lues devant le peuple. Et même, si j'ai bonne mémoire, ils avaient même demandé à ce que les rapports-là soient annexés au budget. Au budget. Voilà. Ou éventuellement. Oui, Moussa, pour oui, alors, question. M. Diallo, chaque année, c'est le même exercice. Et la dernière fois, j'ai suivi la séance à la télé, j'étais avec une dame qui entendait des milliards et des milliards. Hein, le mot milliard là beaucoup. Comme on les a prononcés. Exactement, le mot milliard là beaucoup. Elle a retenu quand même ce mot. Mais par après, la dame me dit, ah, mais nous, on ne comprend plus rien. Et on voit, cela ne se répercute pas sur nos quotidiens. Exactement. Si je prends seulement sur le secteur hydraulique, et par exemple, si l'État décide d'envoyer des milliards et des milliards à la disposition de ce département, mais vous prenez certains quartiers de Conakry, l'eau ne coule pas dans les robinets. Comment est-ce que cela vraiment va changer le quotidien même de ces habitants? On va parler des grandes orientations. Et au fait, le budget, comme je l'ai dit, le premier élément, c'est le cadre macroéconomique. Parce que l'État définit d'abord les priorités. On est d'accord? Et puis des hypothèses par rapport à l'inflation, par rapport à ce que vous venez de dire, à l'amélioration du bien-être de la population en un mot. Et donc, l'État ne peut pas tout faire. Leur vocation, c'est de servir tout le monde. Je ne prends pas leur défense. On est d'accord? Et donc, c'est de servir tout le monde. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de projets. Par exemple, vous avez pris le cas du ministère de l'hydraulique. Par exemple, si nous parcourons un peu les projets qui sont prioritaires, j'ai fait une liste des... Tout est prioritaire. Hein? Oui, tout est prioritaire. J'ai fait une liste des priorités. J'ai une liste des 248 projets que j'ai évoqués, par exemple. Il y a certains départements ici qui se retrouvent avec un projet phare. Par exemple, je prends la présidence, c'est le site directionnel de Koloma. On est d'accord? Qui se retrouve avec un seul projet. Nous avons d'autres départements. Nous avons par exemple le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire avec 26 projets. Et donc ainsi de suite. Chaque département ministériel, à travers, généralement, si c'est des départements sectoriels, le Bureau de stratégie et de développement, leur BSD. On est d'accord? Et donc ils font des études. Ils descendent sur le terrain. Je parle de ce qui doit être, parce que c'est les représentants. L'idéal. Et donc ils descendent sur le terrain, ils identifient les besoins des différentes populations dans les différentes zones d'intervention. Et donc, quand les besoins là sont identifiés, c'est remonté, étudié, analysé et proposé, par exemple, dans le cadre du programme 2026 ou 2027. On est d'accord? Et donc, si cela est accepté, par exemple, pour que ce soit inclus dans le budget du département, c'est normal que ce soit exécuté. Mais il peut y avoir des programmes qui sont acceptés ou des projets qui sont acceptés pour être logés dans le budget de l'État qui peuvent ne pas être réalisés. Pourquoi? Parce que c'est des prévisions. Il se peut que les ressources prévues pour que ces projets puissent se réaliser ne soient pas obtenues. Attends. Et donc, lorsque les ressources prévues ne sont pas obtenues pour pouvoir mettre, comment dirais-je, en œuvre ces projets-là, et donc, quelque part, c'est pas facile de comprendre, mais c'est des choses possibles. Est-ce que c'est le fait que oui, possibilité justement, est-ce que à supposer cette loi des finances 2026 passe au CNT, le gouvernement, la loi est passée, est-ce que dans l'exécution, le gouvernement peut dire par exemple, au niveau du ministère de la Communication, on avait prévu, c'est juste un chiffre que je donne, on avait prévu 100 milliards, mais il y a une autre priorité au niveau du ministère de la Santé, on va prendre peut-être un peu dans le budget du ministère de la Communication pour faire face à cette urgence. Et le transfert des fonds, est-ce que c'est possible? Le transfert des fonds, ça obéit à des principes qui sont définis dans la loi organique relative aux lois de finances. D'accord. Et donc pour ces transferts-là, c'est un peu technique, et donc il demande toute une autre procédure et toute une autre autorisation. D'accord. Parce que le budget qui est déjà là, ça vous a été autorisé par les représentants du peuple. Et donc s'il faut changer, il y a toute une procédure qui là, est c'est normal. Pas parce qu'on vous a dit que le budget, on vous accorde tel comme étant ministère de l'information. Et donc si, par exemple, le ministère de la Santé a besoin, il peut venir puiser dans ces ressources-là sans que ça ne refasse par autre procédure.
Et donc, la loi de finances, la gestion de la chose publique le plus souvent, on va le dire comme ça, la loi de finances, elle est strictement encadrée par les textes Salut, pardon. Vous avez parlé des projets, qu'il y a des ministères qui ont des projets, mais qui pourront peut-être ne pas être exécutés faute de fonds. Est-ce que ce manque de fonds, c'est lié, par exemple, au fait que l'État n'a pas été... peut-être la taxation n'a pas été ça, ou l'assiette fiscale, par exemple, on n'a pas agrandi. Pourquoi les fonds ne sont pas là alors que c'est voté déjà? Et au fait, je reviens à ce que j'avais dit au départ. Ce que nous devrions comprendre, le citoyen lambda, par exemple, qui nous suit, le budget est un document prévisionnel. Ah, c'est la prévision. C'est la prévision. OK. Mais une prévision basée sur des études. Basée sur des études du terrain. Voilà. Il n'est pas dit que tout ce que vous prévoyez de faire, que vous allez c'est assuré à 100%. Oui. On est d'accord? D'accord. Aujourd'hui, dans le budget, par exemple, il y a des projets qui doivent être réalisés sur fonds propres de l'État. Parce qu'ils ont un plan de trésorerie quelque part. Les décaissements et tout ce qui s'ensuit tiennent compte des priorités pour pouvoir, comment dirais-je, affecter les fonds. Et ce décaissement, les montants que nous avons entendus, par exemple, pour le ministère de l'Information et de la Communication, un exemple, et donc il n'est pas dit que ce montant est automatiquement décaissé. Non, le décaissement de ces fonds se fait de façon périodique. D'accord. Il y a un plan d'engagement qui est là, et puis de façon trimestrielle, les fonds sont affectés au département en fonction des recettes obtenues ou des ressources disponibles. D'accord. Et donc, ici, au fait, lorsque vous n'arrivez pas à le mettre en application, par exemple, courant l'année là, et qu'il y a une nécessité de le reporter sur l'année N+1, l'année d'après, et donc ce n'est pas exclu que vous veniez encore le défendre. Si c'est un investissement au niveau de la direction générale de l'investissement, des investissements publics, et donc si c'est autre, par exemple, devant qui de droit, par exemple, devant la commission d'arbitrage au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et donc, ça ne veut pas dire que tout ce que nous prévoyons dans le budget, c'est possible de l'exécuter. C'est l'idéal. Si tout est exécuté, c'est l'idéal. Si nous obtenons les ressources et pour pouvoir les mettre en application, c'est l'idéal recherché. Et deux fois même, il se peut que dans certains cas, par exemple, ici, nous sommes dans une position où nous sommes comment dirais-je, où le budget est déficitaire. Donc, quand le budget est déficitaire, ici, par exemple, ça veut dire que les ressources propres que nous sommes en mesure, nous supposons être en mesure de recouvrir pour pouvoir faire face à nos dépenses de fonctionnement et d'investissement sont insuffisantes. Il faut passer par des emprunts, par des dettes ou bien par la demande des dons venant de l'extérieur. Et donc, lorsque, par exemple, nous venons pour nous endetter auprès d'autres, ce n'est pas obligatoire qu'ils nous les donnent. Et si on ne les obtient pas, mais il arrive aussi, M. Diallo, ça c'est connu de tout le monde, il arrive aussi que les fonds soient disponibles et que le projet ne soit pas exécuté. Par exemple, des fois, il y a des projets qui sont, on se rappelle, le chef de l'État avait demandé de monter les projets bancables. Des fois, les fonds sont là, mais voilà, les projets ne sont pas exécutés. S'il n'y a pas un ministre visionnaire, par exemple. Oui, salut pour la dernière question. Oui, M. Diallo, il arrive que l'État fasse des dépenses extra-budgétaires après la loi des finances rectificatives parce qu'il y a des urgences qui arrivent, des imprévus. Où est-ce que l'État prend ces sources-là, ces ressources-là, pour faire face aux urgences? Et le plus souvent, et si nous parlons du budget, en fait, la loi, elle est faite pour être respectée. On est d'accord? On dit loi de finances, elle a été votée. Et si, par exemple, à supposer que la question s'apporte sur ce qui est prévu, les dépenses extra-budgétaires, dans les conditions normales, je parle de ce qui se doit, dans la logique des choses, dans les conditions normales, aucune dépense ne doit être exécutée qui ne figure pas dans la loi de finances. Dans les conditions normales. Et il se peut même, par exemple, comme M. Yombuno a évoqué un sujet, par exemple, il se peut que les fonds soient disponibles et que ça trouve que le projet n'est pas exécuté. Là, en ce moment, pas question de... Ça peut être dû à plusieurs facteurs. Parce que, comme vous l'avez dit, par exemple, les procédures, par exemple, pour un investissement, pour faire face à un grand investissement, et donc ça demande des procédures un peu longues. Et donc, il se peut que vous lanciez votre procédure, par exemple, de décaissement. Pas de décaissement, avant d'arriver au décaissement. Pas d'exécution même, de préparation même de votre dossier d'appel d'offres. À supposer que parce que les projets liés aux infrastructures, à l'investissement, ça demande un processus un peu long. Excusez-moi, je pense par exemple à l'incendie du dépôt de carburant. C'était une urgence à gérer, il fallait trouver des ressources parce qu'il fallait trouver où stocker le carburant.
Des cas comme ça, comment on fait? Oui. Comment l'État gère ces cas? Des cas de ce genre, par exemple, nous prenons... Ou bien c'est les conseillers nationaux qui deviennent compréhensifs. Ils doivent comprendre. Non, mais ça se passe pas. Ils doivent comprendre. En fait, j'ai parlé ici de la loi de finances rectificative. On est d'accord? Oui. Et donc, les événements imprévus se sont posés. On peut tout de suite faire face aux conseils nationaux, à l'Assemblée, pour pouvoir revenir à la table et faire des modifications sur le budget. Et c'est ça qu'on appelle les sessions extraordinaires. Voilà. Du Conseil national du CNT, oui. Voilà, donc c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est la loi de finances rectificative qui vient régler ça. Okay. Et donc, lorsque cette loi de finances rectificative aussi est adoptée, on passe à autre chose. Et au-delà de ça, en plus, comment dirais-je, pour... là où j'étais ici... Oui, la dépense extra. Les dépenses extra-budgétaires. Oui. Je disais que les dépenses extra-budgétaires, c'est pas normal. C'est pas de la logique des choses. Okay. Voilà, souvent pour éviter ça, on passe par la loi de finances rectificative. Okay. Voilà. Maintenant, par rapport à la non-exécution de certains projets, la durée des procédures de passation jusqu'au niveau de l'attribution des marchés le plus souvent, c'est un processus de fallon. Où il peut y avoir des petits soucis, des contestations par rapport aux procédures et toute autre chose. Et donc, comme aussi vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau, on vous dit que non, ce que vous demandez au niveau, par exemple, de la direction générale du contrôle des marchés publics, on vous dit non, on ne peut pas vous obtenir là parce qu'il y a un vice de forme, un vice de procédure ou autre chose. Et donc, tout cela peut entraîner un énorme. Parce qu'un marché ne doit pas être passé dans les conditions normales sans qu'il ne soit inscrit dans le plan de passation du département concerné. Ça ne doit pas être un marché de gré à gré, oui. Oui, il y a des marchés de gré à gré, ça aussi c'est réglementé par le Code des marchés publics. Et donc, aucun marché ne doit être passé s'il n'est pas dans le plan de passation des marchés. Et aucun marché ne doit être passé aussi s'il n'y a pas une réservation de crédit à l'avance. Et donc, on réserve le crédit, c'est pour se rassurer que lorsque le contrat là est scellé avec le fournisseur, le prestataire ou comment dire, la personne qui est censée exécuter le marché, et donc c'est que certainement les ressources sont là pour pouvoir le payer conformément aux clauses de paiement définies dans le contrat qui lie le prestataire à l'autorité contractante. Voilà ce qui est bien dit, hein, M. Diallo. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'on pourrait vous poser, les téléspectateurs, pour parler de notre budget national tout court, la loi des finances, dépenses, recettes, tout ça. J'espère que vous reviendrez un jour. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup déjà pour la disponibilité. Merci à vous trois d'être venus. Pour les questions, on est pratiquement sur la ligne d'arrivée. Merci à l'équipe technique mobilisée autour de Al-Khali Mohamed Keita. Merci à vous de nous avoir suivis un peu partout à Guinée, à Conakry, à l'intérieur, dans la sous-région. Vous nous suivez dans les différentes capitales, vous nous suivez à l'international. Et merci pour les messages que vous ne cessez de nous envoyer pour nous permettre d'améliorer le contenu de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous aurez droit aux informations de la Guinée et du reste du monde. Portez-vous bien. Ciao.